Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous me recevez de façon convenable. Vous pourrez me confirmer cela en écrivant dans le chat. Est-ce que vous me recevez de façon convenable? D'accord. Oui, c'est bon. On vous reçoit. Merci. C'est très Merci bon ici, c'est également bon. de, Bonjour, c'est très bon ici. D'accord. merci de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter toute interférence. Le moment venu, les micros seront réactivés en fonction de l'intervention. Donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci de prendre ce rendez-vous-là qui est de plus en plus intermittent. Il nous permet de façon très brève, le vendredi soir, le vendredi après-midi, pardon, de discuter de quelques thématiques quand même qui nous concernent en tant que acteurs de la chaîne de commande publique, quel que soit nos niveaux d'implication et la typologie que nous abordons, que ce soit de l'administration publique, privée, que ce soit même en freelance et tous ceux qui ont ces profils-là. La thématique du jour va être animée par moi-même. Je me présente encore une fois. Je suis Akibo Bassali Moussé, consultant comptable en gestion des marchés publics. Et la thématique de ce jour, vous l'avez forcément, les pressions politiques en marché public, implications et solutions. Certes, c'est une thématique, mais ça reste un débat. C'est très important que cela soit précisé dans ce sens-là. C'est une thématique, mais ça reste un débat parce que les approches ne sont pas forcément les mêmes. En fonction des milieux où nous nous trouvons, de nos personnalités, des environnements et de tous les paramètres. Donc, déjà, je commencerai même par être clair là-dessus. Il n'y a pas de solution miracle. Donc, il ne faut pas connecter à ce webinaire, attendre une solution, une pilule miracle qui va régler tous les problèmes que vous avez allant dans ce sens-là. Non. Mais on va essayer de travailler sur des solutions d'agilité en quelques minutes que vous pourrez implémenter et adapter aussi en fonction de vos environnements respectifs. C'est très important que cela soit précisé. Donc, merci beaucoup. On va démarrer le webinaire enregistré, comme vous le savez. On aura le temps, bien sûr, de le partager avec ceux qui n'ont pas pu être là. Et la pression politique en marché, d'où vient ce thème d'abord? Vous allez remarquer pour une première que depuis quelques temps, nous, dans notre thématique que nous abordons, on essaie d'aller avec des sujets plus ou moins qualifiés, dosés, mais qui ne sont pas pour moi osés en tant que tels, parce que ce sont des réalités qui sont vécues. Je ne pense pas qu'à tout moment, on puisse seulement travailler en marché public et aborder uniquement des aspects purement techniques. Il y a des aspects de l'environnement, des pressions très fortes sur les aspects techniques même des marchés publics. Donc, il est quand même important de temps en temps de faire un repli, d'aborder aussi ces aspects-là, toujours dans une dynamique de consolidation de ce qu'on est en train de faire. Deuxièmement, il faut aussi dire que ça a été une suggestion, parce que c'est quelque chose qui a été abordé en formation, qui a fait l'objet de beaucoup de débats. Donc, certains ont estimé qu'il fallait associer quand même d'autres lors des webinaires pour avoir des points de vue selon leur environnement. Et puis voilà. Donc, le webinaire étant enregistré aussi, il faut avouer que, bon, je tiens à rappeler ici avant tout que chacun va être responsable aussi de son intervention. Très important que ce disclaimer-là soit mis pour que vraiment, si vous abordez quelque chose, sachez que cela est enregistré et que cela pourrait être diffusé. C'est très important. Donc, ne soyez pas surpris de retrouver vos interventions sur le net. Donc, allez dans la mesure de ce qu'il est capable, ce que vous êtes capable d'assumer comme information. Donc, soyez très prudent dans vos interventions pour que vraiment le webinaire ne soit pas ce qui serait quand même à la base de certains problèmes qu'on veut résoudre. Donc, voilà un point, les trois points introductifs que moi je tiens à aborder ici avant de démarrer. Pression politique. C'est vrai que c'est le mot qui vraiment, quand on l'entend plus précisément, le mot politique, bien qu'on l'entend, ça fait hérisser tous les poils parce que on a tendance à dire beaucoup plus en Afrique subsaharienne que c'est la politique qui gouverne tout. C'est vrai, c'est la politique qui gouverne tout. Mais le plus important, c'est quelle définition chacun a de la politique. Quelle définition chacun a de la politique. Il y en a quand vous leur dites la politique,
pense qu'ils pensent directement à un système électoral, qui est lui, qui ne l'est pas. D'autres pensent directement à des meetings de campagne, d'autres pensent vraiment à un vote et tout cela. Mais certains, quand vous êtes politique, ils pensent à la mise en place de réformes pour le bien-être de la population qui pourrait aller dans le sens de l'amélioration continue. Et il y en a, quand vous faites de politique, ils vous parlent aussi de stratégie. Eux, ils ne voient que, quand travers ce mot de la stratégie qui va permettre quand même de décliner les axes, que ce soit de façon, ça va dépendre hein, de l'orientation, qu'elle soit annuelle, biennale, triennale, quinquennale ou même nationale selon le plan de pays. Donc, vous voyez qu'on peut ne pas avoir la même interprétation de la chose politique. Donc, il est très important que nous puissions dire ici de quelle politique nous on parle ici. La politique publique, c'est ce qui guide tout, même dans les marchés publics, pour définir les règles, tout ce qui est système de marché public, c'est la politique publique qui gouverne cela. C'est une réalité aujourd'hui. De l'autre côté, il faut dire que ce dont on parle ici, ce sont les fortes recommandations de tout ce qui est politique entre griffes politicienne, si vous voulez. Je pense que là, vous me comprenez mieux. Donc, les pressions politiques provenant d'autorités politiques ou qui proviennent de façon, c'est-à-dire de façon directe d'autorités politiques ou de façon indirecte d'autorités politiques, parce que parfois, ça peut passer par des décideurs pour se répercuter sur nous. Et vous, en tant que spécialiste, comment est-ce que vous gérez ces dégâts-là, ces pressions-là, et quelles sont les solutions qu'il faut trouver? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas, comme je l'ai dit en introduction, de solution miracle. Chacun essaie de trouver la solution en fonction de son environnement, de beaucoup de paramètres qu'on pourrait essayer d'énumérer. Les implications, elles sont très lourdes. Je ne vous apprends absolument rien. Vous êtes beaucoup plus dans l'opérationnel encore que moi. Je ne vous apprends rien, c'est que l'État perd beaucoup d'argent. Et quand on dit l'État, c'est nous qui perdons beaucoup d'argent. Que lorsque vous avez cette pression politique-là, il est très important de situer quelque chose. Je ne suis pas en train de faire l'apologie, mais il est très important qu'on soit dans un débat une discussion de vérité ici. Il y a des pressions politiques qui sont faites et quand vous regardez parfois l'implication derrière, ça va vous paraître bizarre, il y a parfois même de la légitimité derrière. Ça va vous paraître ironique ce que je dis. Parfois, on dit, on peut vous faire une pression politique pour que vous puissiez prendre des dispositions et faire passer une entreprise qui est pourtant une entreprise de très bonne renommée, qui a de très bonnes références et qui a un très bel historique de réalisation d'infrastructures, de livraison de fournitures, de prestations selon le type de marché. Là, celui qui vous met la pression, il estime même qu'il est plus ou moins en train d'aider, ce qui est ironique. Il estime qu'il est en train d'aider. Donc, il y a une certaine légitimité derrière la chose qui vient bien sûr occulter le côté légal de la chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le cas le plus répandu que nous connaissons dans nos pays, dans l'Afrique subsaharienne, c'est le fait qu'on vous met de la pression politique parce qu'on estime que sans pression politique, certains ne pourraient pas passer. Certains ne pourront pas avoir accès à la commande publique. Et ça, c'est aussi une dynamique d'éducation que nous devons faire entre nous. J'ai tendance à dire aux gens, une fois à chaque fois cesser. Et ça concerne même vous, les spécialistes marché public, qui est dans l'opérationnel ici. Il faut cesser à chaque fois que vous déposez un CV quelque part, qu'on vous demande, que vous voyez une offre de recrutement. Ça, je reçois des appels tous les jours, je pense même encore ce matin. Vous allez avoir, est-ce que tu connais quelqu'un dans telle structure où je suis en train d'aller? La structure où il y a l'offre de recrutement que tu as envoyée là, est-ce que tu connais quelqu'un à l'intérieur qui pourrait m'aider? C'est ce que nous passons le temps à faire. Et ça, c'est l'un des plus grands aveux d'incompétence qui puisse exister. Mon frère, bon, écoute, hein, il y a de richesse que d'hommes, c'est qui tu connais. On va revenir qu'il y a de richesse que d'hommes. Avant que l'homme ne il faut toi. Donc, in fine, tu te retrouves avec des recommandations que tu peux faire. Mais rassurez-vous, il y en a qui l'ont fait, ça s'est retourné contre eux. Il est très difficile aujourd'hui, très risqué aujourd'hui de recommander quelqu'un. Donc, vous voulez tout le temps avoir forcément un parrain politique quelque part. Si je n'ai pas de parrain politique dans cette administration, je ne dépose pas. Il faut que je connaisse un député, il faut que je connaisse un ministre. Et le système s'est tellement envenimé que c'est devenu la norme. C'est ce qui est ironique. Le système s'est tellement envenimé que c'est devenu la norme. Et cette norme-là a créé quelque chose comme dégâts dans notre société aujourd'hui. C'est que les gens estiment qu'ils n'ont plus besoin de faire des efforts. Et c'est ça. Désolé, ça avait coupé apparemment.
Je ne sais pas à quel moment ça va couper. Je viens de voir que ça a démarré. Je vais continuer. Vous parlez des recommandations que les Donc, gens je font. disais tantôt que cette manière de fonctionner a fait que certains vraiment sont restés dans une dynamique carrément de fatalité. Ils estiment qu'ils n'ont plus forcément besoin de faire d'efforts pour apprendre, de faire d'efforts pour être performant. Il faut juste connaître quelqu'un et que c'est évident. Donc, la compétence a commencé par... Voilà, c'est ce que je suis en train de continuer d'ailleurs. Donc, la compétence est en train de prendre de plus en plus dans nos administrations. Et ça, on le ressent dans les dossiers de marché public. Que moi, j'ai la chance, comme je pense qu'on a un souci avec Zoom, ça ne fait que redémarrer, je ne sais pas pourquoi. C'est pas un souci de connexion pourtant. Donc, je vais y aller, je vais être très attentif. Ce sont les contextes qui vont nous retarder un peu, mais qui ne vont pas nous empêcher de finir. À ce niveau-là, je disais qu'il faut faire attention parce que ça permet vraiment à certaines personnes de se dire, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Pourtant, c'est le gros risque. Et moi, étant aujourd'hui dans le domaine de la formation, j'ai la chance, ou même peut-être même un côté malchanceux de la chose, de rencontrer beaucoup de personnes qui sont dans les marchés publics, qui ont de l'expérience, qui travaillent sur les dossiers d'acquisition en gérant les ressources publiques. Mais je peux vous assurer, quand vous écoutez certains, vous êtes désillusionné. Vous vous dites, mais la seule question qui vous vient à l'esprit, c'est comment il a fait pour être à son poste. Je suis de retour. J'espère que vous me recevez maintenant.
interruption d'énergie électrique à laquelle on doit faire face là. Mais bon, la solution, le plan B a été rapidement activé, donc on peut continuer. Vous me Oui, recevez déjà. Voilà. mais moi je vous reçois de mon côté. Donc, je dis, après, merci. Donc, je disais, en fait, c'est en train de pourrir la vie à notre administration, à la puissance publique, à tout ce qui est cadre administratif. Mais le plus important ici, c'est que c'est de là que tout part, en fait. Pourquoi? Parce que les implications sont énormes. Comme je vous l'ai dit, ça agit déjà sur la compétence des chaînes des acteurs de la chaîne de commande publique. Que plus il y a de pression politique sur des dossiers ou même sur des compétences techniques liées au marché public, moins il y aura d'efforts que les gens vont fournir. On se dit, bon, c'est pas la peine d'en fournir. De toute façon, bon, moi, écoutez, ils vont finir par prendre qui ils veulent. De l'autre côté, même sur le tissu économique, c'est que ça décourage les entreprises. Les entreprises. J'en connais qui vous dit, je ne soumissionne pas au marché public parce que je ne connais personne. Il estime que pour gagner un marché, il faut connaître du monde. Et l'autre implication, c'est que c'est ça qui fait qu'en fait, parfois, ça agit même sur la qualité des dossiers de marché que vous recevez. Parce que certains se disent, comme ils sont portés par des politiciens et autres, OK, on peut faire ce qu'on veut sur les dossiers. Pour espérer de se débrouiller, de montrer que ça va bien, que je pourrais m'en sortir. C'est à lui de montrer de toute façon, on m'a dit qu'il a reçu consigne, il doit faire ce qu'il va faire. Vous voyez un peu dans quoi ça vous met? C'est difficile. Pour vous, les cadres, en fait, ça vous met dans des positions délicates. Je ne vous apprends rien. Vous avez que vous connaissez qui se sont retrouvés en prison pour ce genre d'affaires. Ou quand ce sont des pressions politiques derrière qu'ils ont réussi, qu'ils ont voulu exécuter. Mais ils ne se retrouvent pas en prison avec ceux qui leur ont donné ces consignes, hein, c'est ironique. Parce que ceux-là prennent toujours des dispositions pour se couvrir. Ils sont les premiers conscients des conséquences. C'est très important que vous puissiez, en tant que acteur de la chaîne de commande publique, vous préserver de tous ces risques auxquels vous êtes confrontés. Maintenant, la vraie question, c'est, bon, si tu nous dis, on est conscient de ce qu'on vit, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Vous voyez, les implications elles sont énormes, mais en termes de solutions, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai tendance à dire aux gens, chacun dans son environnement, maîtrise mieux son environnement. Premier élément que je pourrais vous dire, évitez les promotions que vous ne méritez pas. Je vous en prie. C'est alléchant, hein? On veut vous nommer PRMP, on veut vous nommer tel endroit. Évitez les promotions que vous-même vous estimez que vous ne méritez pas. Il faut éviter ça. Parce que c'est ça qui vous met en position de faiblesse. Et on viendra toujours vous proposer des choses parce qu'on sait que vous avez une dette à payer. Toujours. Il faut toujours faire en sorte d'avoir une position qui vous met à l'abri de toutes les pressions politiques. Il faut les éviter, qu'elles soient directes ou indirectes, répercutées par un DG ou autre qui dit l'institution vient de tomber, il faut les éviter, c'est telle entreprise qui doit passer. Mettez-vous dans des postes, vous êtes trois dans vos bottes. C'est que vous devez être compétent, mais être conscient de votre compétence. Et c'est là qu'intervient quelque chose qui pourrait être même à la limite vu comme de la publicité ici, mais c'est là que vous devez vous former. Et quand je parle de formation, je parle de formation. D'auto-formation. Comment est-ce que vous faites pour progresser chaque jour? Pour que le mois d'hier ne soit plus le mois d'aujourd'hui. C'est ça qui vous mettra à l'abri. Parce que c'est ça qui vous permet de dire à n'importe qui, suffisamment clair, de façon claire, je n'ai pas envie de faire ce que tu as dit là parce que ce n'est pas conforme, je ne le ferai pas. Qui que ce soit. N'avoir pas l'impression que tu es en train de commettre une gaffe. Parce que tu sais que tu es tellement bon, toi-même tu es conscient que tu es tellement bon, que peut te permettre de le dire ou de déposer même une lettre de démission. Peut te permettre de le dire et de te dire, je ne vais même pas chômer même si on me renvoie. Tu n'as pas de crainte. Et ça, c'est la liberté. Quand tu as la liberté et la paix du cœur, tout est possible pour toi. Mais quand tu estimes que tu as été mis là par un parrain politique, c'est un parrain politique qui t'a mis au poste là, d'abord, est-ce que quand lui va te dire de faire quelque chose, tu auras toutes les codes pour refuser? Première question. De deux, tout le monde aussi sait que c'est un parrain politique qui t'a mis là, que tu ne méritais pas le poste. Eh bien, c'est la voie ouverte pour qu'on te propose tout. Parce qu'on sait que toi-même, tu auras peur de perdre le poste. On sait très bien que tu auras peur de perdre le poste, que tu es un carriériste. D'abord, tu ne méritais même pas le poste. Et on t'a mis là. Vous allez voir, même je dis souvent dans nos administrations, regardez autour de vous. La plupart des gens les plus agressifs, c'est des gens qui ne méritent pas leur poste. Parce qu'ils ont toujours peur de perdre. C'est des gens qui vivent dans la peur. Ils ont peur de perdre leur poste. Ils n'ont jamais rêvé d'être là. Donc, dès qu'on les met là, c'est fini. Ils sont prêts à agresser tout le monde et à rentrer en griffe, comme vous le savez, dans le technique bas. Il faut vraiment vous préserver en ayant de la vraie connaissance. Théorique, la vraie connaissance.
Il y a des gens, on n'arrive même pas à leur proposer quelque chose parce qu'on a même peur de leur proposer ça. Parce qu'on sait que celui-là, il est suffisamment compétent. Quand il prend la parole en réunion, il déroule son speech, tu ne peux même pas le regarder dans les yeux et lui proposer quelque chose de ce genre. Et c'est pour ça, dans vos administrations, vous allez remarquer que vous avez des patrons qui, parfois, même quand ils veulent demander des services à votre niveau, ils veulent répercuter des pressions politiques sur vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir un autre cadre d'abord pour lui dire au cadre là d'aller vous parler. Que lui-même, il a peur de vous, il n'est pas capable de venir vers vous. Et c'est ça, cette liberté-là, c'est ce que la connaissance apporte. Ça apporte la liberté. Et tant que vous n'aurez pas la liberté, on va toujours tester, on va toujours vous éprouver en vous faisant répercuter. Parce que la plupart des gens qui vous répercutent les pressions politiques, rassurez-vous, il y en a qui ne savent même pas, ils ne veulent même pas connaître les règles des marchés publics, ce n'est même pas leur problème. Leur souci, c'est que telle entreprise passe. C'est tout. Donc, si tu penses que celui-là, tu vas lui expliquer qu'il y a non, un code des marchés publics, non, il y a tel décret qui dit que, il va te dire que lui, c'est qu'un truc comme ça existe, mais qui t'en fout? Débrouille-toi. Donc, débrouille-toi pour faire passer. Maintenant, il y a une autre catégorie, eux qui sont conscients de ça, et ça, ce sont les plus méchants, comme je le dis souvent. Ils sont très bien conscients des règles. Ils savent ça très bien. Mais parfois, ils veulent vous piéger. Ils veulent vous piéger. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit, je l'ai même dit dans une vidéo une fois, je dis, évitez, c'est pas toute promotion qui est bonne. Il y a des promotions, quand tu fais ça, c'est pour te détruire. Les gens pensent que lorsque tu as une promotion là, c'est forcément un bon site. Il y a des promotions, quand tu fais ça, c'est pour te détruire. Parce qu'on veut te mettre quelque part pour que tout commence par passer par toi, puisque tu es redevable. On va commencer par faire tout passer par toi, on va te dire de signer les yeux fermés. Parce qu'on sait que tu as peur de quitter ton poste. Tu ne peux pas dire non. On sait que lui, là, s'il dit non, il va quitter. Et il sait qu'il va quitter. Mais celui qui n'a. On sait qu'il a peur de ça parce que M. Adji a même pris déjà des engagements sur 3 ans, crédit quelque part, il a remis ça au salaire et autres. Il peut débrouiller. Et ce sont ces risques-là que vous prenez chaque jour. Et je peux même vous dire, la majorité de ceux qui prennent ces risques-là ne sont même pas encore inquiétés. Et c'est dommage parce que parfois, ça vous tombe dessus un beau matin. Personne ne sait là actuellement, le vendredi, on est vendredi soir, pardon, après-midi. Aucun de vous ne sait le lundi matin quel agent de police ou quel agent de la brigade économique ou quel agent du parquet il va retrouver en face de son bureau en allant le lundi matin au bureau. Aucun de vous ne sait ce qui va se passer le lundi matin au bureau. Il y en a qui vont venir peut-être le lundi matin au bureau, à 8 heures comme tout le monde. Ils vont même faire des réunions jusqu'à 10 heures. Mais si vous ne savez pas faire, on va vous appeler pour dire qu'à la pause, le gars est déjà en cellule. Pause. Le midi. Vous avez peut-être prévu prendre ensemble. Aucun de vous n'est à l'abri de ça. Aucun. Chez nous, en français facile, pardon, en langage local, on a tendance à dire on ne sait jamais quand le fou vient au marché. Faites en sorte de ne jamais dans ce marché d'ailleurs. Quelle que soit l'heure à laquelle le fou va se pointer, vous ne serez jamais là. Donc, ne vous mettez pas dans ce genre de compromission. Ça ne mérite, vous méritez mieux que ça. Vos familles méritent mieux que ça. Des gens vont vous impliquer dans des choses. Protéger peut-être eux, leur réputation, mais c'est vous qui allez en souffrir, c'est vos familles qui vont en souffrir. Après, quand on vous pose la question pourquoi tu as accepté de faire ça, tu dis bon, c'est parce que vraiment j'ai des charges, j'ai mes enfants, mes enfants, mes enfants. Mais finalement, qu'est-ce que tu fais en prison? Qu'est-ce que tes enfants deviennent? C'est eux qui en payent le prix. Ils deviennent des délinquants sociaux parfois. Ils n'ont plus de moyens pour le soutenir. Ils perdent l'éducation. Ils grandissent en te haïssant. Et déjà, entre-temps, l'enfant était à l'école, mais dès que papa est arrêté pour corruption ou autre chose, déjà à l'école, tout le monde sait, c'est sorti dans les journaux. Ton enfant, tout le monde commence par mal lui parler à l'école. Tout le monde commence même pas à se moquer de lui. Donc, vous voyez, tu lui répercutes la pression sans le savoir. Pourtant, c'est l'enfant que tu aimes, mais tu vas le détruire. Tu es en train de le détruire et tu vas le détruire absolument. Il va grandir en te détestant. Je ne parle même pas encore de certains qui disent mon épouse va devenir quoi ou mes épouses vont devenir quoi. Vous laissez imaginer. Donc, quand vous regardez ça, il faut toujours calculer les risques que vous prenez. Parce que ce qui fait le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui vous proposent ça ne mesurent pas bien les risques et parfois vous êtes obligé de les informer. Si Est-ce on que fait c'est ça, moi qui ai voilà ce qu'on perdu le risque. son? Je ne vous entends plus. Oh là là, connexion. OK. Ok, monsieur Kaba, je pense que ça va maintenant, non? Oui, ça va de mon côté, oui.
Soudainement, ça a coupé encore. Je Certains vous ne entends. sont même pas bien conscients des risques. Et c'est ça qui fait qu'on voit tous les avantages que tu pèses bien dans la balance. Quand tu, oui, quand tu pèses bien dans la balance, tu te rends compte que les avantages, là, ça ne fait même pas 1% de risque que tu cours. Donc, tu ne vois même pas l'intérêt de prendre ce risque. Il faut toujours bien mesurer dans la balance. Mais le plus important, c'est que les gens aujourd'hui se précipitent en prenant des engagements, en faisant des choses qu'on leur impose sous pression. Et c'est après qu'ils se rendent compte des risques qu'ils ont pris, en fait. Mais bon, il faut toujours cartographier les risques avant et vous allez bien décider. Moi, je préfère même encore celui qui dit, je fais ça, et quand on va m'arrêter, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Lui, au moins, il a fait ça, il sait ce qu'il en court. Il sait bien le risque qu'il a pris. Mais ne, pour parfois quelqu'un, c'est parfois pour faire plaisir à un chef, pour être un bon thème avec quelqu'un, donc qui lui va continuer à vivre avec sa famille correctement. À peine il viendra te saluer en prison une ou deux fois. Hein. De toute façon, il n'a pas le temps pour ça. Le monde tourne après toi. Toi, dans quelques jours après, on t'a remplacé, tu es un intérimaire, après, on t'a recruté. Et ton nom est sali dans les annales de l'histoire, c'est fini. Quand tu jettes tes problèmes là-bas et ta famille et les réputations et tout le reste, même quand tu sors de prison après, compliqué. Ne prenez pas ces risques-là. Donc, les pressions politiques, regardez en fonction de vos environnements respectifs. Trouvez tous les moyens, comme je l'ai dit ici, et vous allez remarquer, je le répète toujours, je ne cesse de le marteler, le plus puissant et le plus efficace des moyens que je peux vous recommander, c'est la compétence, les pouvoirs de la liberté. On t'embête, il y a même des gens, on dit, il ne faut pas le taquiner. Il ne faut pas lui proposer ça. On dit non, pourquoi? On dit non, il faut dire ça à l'autre. Lui, il ne faut pas lui dire ça. Ok, lui, là, si tu lui dis ça, il va se fâcher, il va dire que lui a déposé une lettre de démission. On a même peur de te perdre. Parce que tu es tellement bon, utile au système dans lequel tu es, qu'on a même peur de venir te proposer des choses. On dit, lui, là, si on lui propose ça, il va dire qu'il va déposer une lettre de démission et partir, parce qu'il va dire qu'il n'est pas dans ça. Donc, vous voyez quel point la compétence vous met à l'abri. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a des moments où on ne peut même pas venir te voir en face de te dire certaines choses. Voilà, on sait que lui, là, on ne lui dit pas ça. Parce qu'il y a même des gens qui leur disent ça, là. Parce qu'il va te répondre, tu peux être même ministre, et il va te répondre et il te dit d'aller faire ce que tu veux. Parce qu'il te dit que si tu l'embêtes, la marge de manœuvre que tu as là, tu veux le bloquer dans le pays là. Il te dit que lui, il a des connexions à l'intérieur ou même parfois même il y a une liste d'attente qui le cherchait même déjà. Il y en a actuellement qui ont des listes d'attente. On les sollicite dans certaines administrations, ils ne veulent pas aller. Parce qu'ils peut-être pas loyauté, ils veulent rester avec. Donc quand tu l'emmerdes, il prend ses clics et claque, il dit bon, vendredi, il dépose sa lettre de démission. Le lundi, avant que tu ne vois dans la lettre de démission, là, il a déjà signé un contrat quelque part. Hein. Le lundi matin, il n'a pas chômé une heure. Lundi matin, à 8 heures, il a déjà quelque part en train de signer un contrat. Parce qu'il sait qu'il va trouver. Mais quand tu as peur de ça, tu vas commencer par rentrer dans des compromis. Donc, mettez-vous à l'abri. Donnez-vous sérieusement avec la compétence. Prenez, perfectionnez-vous. Ne laissez pas que les gens puissent savoir que vous êtes faible pédagogiquement, que vous êtes faible techniquement. Cette faiblesse-là, c'est ça qu'on va utiliser contre vous. On va vous proposer des choses. Et on va même vous manquer de respect à la limite. On va même vous manquer de respect. Donc, c'est ce que je peux rapidement, en 30 minutes, c'est le temps qui nous est généralement imparti pour exposer. Le reste, c'est vous qui allez faire le débat. Là, vous écoutez. C'est le temps qui m'est imparti pour rapidement exposer. J'espère avoir quand même jeté les bases. Donc, le reste va provenir de vos questions, de vos interrogations, de vos apports. Pourquoi même pas de vos partages d'expérience, hein, mais comme je l'ai dit, soyez prudents. Ne sautez pas de nom, faites très attention à ce que vous allez dire. Vous êtes enregistré et cela sera probablement. Merci beaucoup. Donc, la session des questions, réponses et interventions est ouverte. Et je vous prie de vous faire dans la discipline. Donc, levez les mains. Il y a l'option pour lever les mains. En fonction de cela, on va interpeller des gens qui vont intervenir. Et s'il vous plaît, j'aurais souhaité que vos interventions finissent toujours par des solutions, des apports de solutions que vous avez aussi. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un webinaire, c'est aussi un débat. Donc, on va tous apprendre l'un de l'autre en fonction de nos environnements. Donc, quel que soit ce que vous allez dire, soyez le plus bref possible. Il y a d'autres qui vont intervenir. Et finissez toujours par une solution par rapport au problème que nous avons posé. Merci beaucoup. Un instant. Monsieur Kaba, Monsieur Bintou Mouri Kaba, allez-y. Oui, monsieur Abbassi. Merci déjà pour l'exposé. Et comme vous l'avez souhaité vous-même que c'est un échange, et encore merci, je vais être très bref.
Simplement, pour ajouter que, et j'ai bien aimé ce passage parce que c'est comme si vous étiez avec moi. Je l'ai lu pas plus tard qu'avant-hier dans un ouvrage que j'appelle Gestion de sa vie professionnelle. Enfin, c'est un merveilleux ouvrage. Alors, l'auteur dit ceci, qui s'appelle Nino Chénier. Il dit le choix de carrière biaisée, par exemple. Il appelle ça, il dit combler, c'est comme combler une carence affective par un choix professionnel. En fait, il dit combler une carence affective par un choix professionnel, c'est comme s'asseoir sur une chaise sans siège. Cela requiert une somme d'énergie incroyable pour se maintenir en équilibre avant la chute. Effectivement, ça résume de mon point de vue ce que vous avez dit, parce que il faut savoir quand même choisir, j'ai envie de dire, sa carrière et ne pas accepter n'importe quel poste. Cela étant dit, j'ai entendu également par ailleurs que vous avez dit, c'est vrai que c'est la compétence, si, peut-être que j'en perds le mot exact, mais vous dites que c'est comme si c'est la compétence qui nous sauve probablement de certains pièges, notamment même si on nous donne ou on nous impose certaines choses, on aura la possibilité, en étant compétent, de refuser. J'entends cela, mais est-ce que cela ne dépend-il pas aussi souvent des contextes? Parce qu'il arrive des cas de sensibilité tels que dans l'administration, je dirais, africaine, peut-être comme ça, pardonnez peut-être l'expression si ça paraît Mhm. péjoratif, mais je veux dire nos traditions, nos cultures locales et tout ça, bref, il arrive parfois dans l'administration, il y a des dossiers hautement politiques, et vous, techniquement, vous voyez que ça n'est pas, ça ne correspond nullement aux procédures telles que vous le telles que c'est établi. Donc, ça va Mhm. même à l'encontre des procédures, mais il se trouve que euh, avec la sensibilité qu'on vous tord complètement tout de suite le bras de faire quelque chose. Et peut-être vouloir tout de suite dire non, est-ce que par moment, ça n'est pas aussi risqué que de dire tout de suite non, et en même temps que si vous dites non aussi, ça peut vous amener quelque part d'autre. Donc, vous êtes entre le marteau et l'enclume parfois. Ça n'est pas évident, je D'accord. pense. Ça dit que je me dis, des fois, on peut nuancer, parce qu'il se trouve qu'on est souvent aussi dans une posture, mais très malaisante. Ça ne dépend nullement de nous-mêmes, mais soit si tu l'acceptes, ou bien si tu ne l'acceptes pas, on peut aussi te créer des soucis. Il y en a même, on peut leur interdire de sortir carrément du territoire pour des considérations politiques que vous savez. Est-ce que ça aussi, Bien ce sûr. n'est pas des risques souvent, dans l'administration publique, je veux dire? D'accord. Je vais avoir le temps de répondre à ça. Merci beaucoup, monsieur Bintou Mori Kaba. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, s'il vous plaît? Je n'ai pas vu d'autres mains levées. Ils sont nombreux là, hein. Ceux qui veulent se prononcer aussi peuvent demander, hein. On va déclencher les micros. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont peut-être actuellement dans des réunions et tout le reste. Donc, vous pouvez écrire dans le chat. Si vous écrivez dans le chat, on va répondre à votre question. Il n'y a pas de problème. Monsieur Daniel Mabele, allez-y. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, Bonsoir. mon intervention, il y a deux points. Le premier Oui. point, c'est d'abord, comme vous venez de dire, s'il n'y a pas la compétence, parfois on est on est tenté de céder à n'importe quoi. Ça, c'est vraiment un témoignage que je suis passé par là. Ton chef te dit, moi, je veux que ces soumissionnaires passent avant même d'évaluer, d'ouvrir les plis. Et Mhm. finalement, les marchés, bon, on a dealé avec lui. Bon, ça va. Moi, j'ai fait ce que le chef a dit parce que j'avais pas vraiment cette compétence-là. J'ai laissé passer. Et après, arrivé à un moment pour demander l'anneau, en tout cas, le bailleur a refusé que ça puisse passer. Et c'est le même fournisseur qui nous a créé des problèmes. A créé des problèmes et finalement, les chiffres, l'autorité, bon, je mets entre guillemets, si c'était lui la politique, a dit que non, 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 moi je connais pas ça. J'ai dit ça, mais tu avais le pouvoir de refuser.
Et moi-même, Ah, je me suis rendu compte que si j'avais pas refusé, c'était d'abord par peur de mon travail et j'ai laissé passer les trucs. Après, finalement, j'étais obligé de subir les conséquences. Ça, c'est je vraiment vois. un témoignage pour appuyer ce que tu as dit, qu'en tout cas, si on a la compétence, on peut dire non à son chef parce que vous savez que si vous perdez ce travail, vous allez trouver ailleurs. Mais maintenant, je pense que ça ne Mm. serait pas la même chose. Alors, ça, c'était le premier point de mon intervention. Le deuxième point, c'est vraiment un dilemme devant lequel les SPM se retrouvent. Vous refusez, vous refusez un choix ou bien vous refusez une pression de la politique ou bien d'une autorité qui doit finalement valider le travail au finish, valider les rapports ou bien la proposition de la commission de validation. Oui. Ça passe, les marchés passent, vous donnez ça à une autre personne. Mais arrivé à la fin, il vous crée un tic, non, oh, mais non, moi, la personne ou bien l'entreprise ou bien le soumissionnaire que j'avais choisi, c'était X. Pourquoi vous donnez ça à Y? Vous voyez que on est aussi devant un dilemme. Et finalement, vous êtes censé, soit s'il ne signe pas, s'il y a un accord de pas, ne donne pas la non, vous revenez à zéro. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi vraiment la difficulté que les SPM se trouvent devant cette pression-là. Ouais, vous êtes sûr que vous allez, même si vous perdez le travail, vous en aurez ailleurs. Mais maintenant, votre travail, votre rapport de validation est bloqué, votre rapport de validation est bloqué par une autorité qui avait déjà son choix et vous avez fait autre chose. C'est vraiment le dilemme. En tout cas, c'est aussi ça la difficulté que nous avons. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Vous avez peut-être donné la solution ou bien les autres collègues peuvent donner aussi la solution. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Gardez votre micro ouvert, s'il vous plaît. J'ai une petite question pour vous. Vous avez dit à un moment, parce que j'avais peur de perdre mon boulot. J'ai entendu cette partie. Je ne me suis pas trompé, je suppose, hein. Oui, oui. Mm. Pourquoi vous aviez eu peur de perdre votre boulot? Le Non, pourquoi qui j'étais en m'intéresse. dit, c'était le premier point. J'étais en train juste d'appuyer que tu te dis, je suis SPM quelque part. Mhm, Et si aujourd'hui je perds ça, c'est un grand projet qui vient de commencer. Si je perds ça, mhm. je vais encore aller en chômage. Je vais encore attendre pour Donc, si je trouver comprends, une opportunité. Mm. vous avez eu peur de rester au chômage. Oui, oui, justement, c'est ça que je dis que j'appuie cette conclusion. Mais la solution serait de Pourquoi pensez-vous que s'informer vous allez si vous rester au avez chômage? la capacité. Voilà. Pourquoi pensez-vous que vous allez rester au chômage? Pourquoi vous avez pensé que si vous le perdez, vous allez rester au chômage? Pourquoi vous avez pensé ça? Ah, mais vous savez, les travail aujourd'hui, même en Europe, même en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, les chômages, ça gagne, c'est partout. Et D'accord. que si, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. D'accord. Vous voyez Mm. qu'en fait, vous n'avez fait qu'exposer une série de craintes et de craintes, en fait. C'est pourquoi je parlais de liberté, en fait. C'est en fait parce que vous ne vous êtes pas senti du tout libre. Je ne suis pas en train de vous juger. Tout le monde a forcément son talon d'Achille quelque part, hein. La liberté absolue n'existe même d'ailleurs pas. Et même dans cette vie-là, on n'est pas libre, puisque de toute façon, on va mourir. C'est une prison. Mais peut-être au moins relative. Peut-être au moins relative. Il faut, pour qu'elle soit relative, te mettre dans des conditions pour ça. Si tu ne rentres pas dans les conditions pour ça, je vais te raconter une histoire, cher frère, monsieur Mabélé. Permettez-moi de te tutoyer entre amis ici. Vous devez connaître, il y a une histoire comme ça. Il y a un ministre des Finances d'un pays entre-temps qui avait détecté une série de fraudes et de malversations. Lorsqu'il a présenté le dossier en conseil des ministres, on lui a dit de faire taire le dossier. Je vous parle là d'un conseil des ministres. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de suprématie de ce niveau, en termes de décision. Là, en fait, ce ministre-là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez qu'il a outrepassé les consignes du conseil des ministres? Il a dit que certes, il est ministre, il est tenu par le conseil des ministres, mais que ça, là, il va déposer ça à la justice. Il les a prévenus, je vais déposer ça. Et elle est sortie, il a vraiment introduit le dossier à la justice. Ça encore, il faut compter sur le fait d'avoir une justice indépendante. Et c'est là que vient aussi ce qu'on appelle les supports institutionnels qui doivent vous aider. Tu vas dénoncer quelqu'un qui t'a fait quelque chose, mais si devant en face, c'est lui que tu as encore en face, tu fais comment? Donc, il va falloir que vos systèmes juridiques soient très importants et soient vraiment à un niveau de maturité qui vous permet une certaine indépendance, une certaine personnalité.
De l'autre côté, vous avez aussi des supports techniques. Et l'un des plus puissants supports techniques qui existe aujourd'hui comme solution, c'est-à-dire la solution technique qui existe aujourd'hui pour limiter tout ça, la dématérialisation des marchés publics. Parce qu'avec la dématérialisation, vraiment, hein, quand je dis dématérialisation, je parle de la vraie, hein, le bon document, ça va être quasiment impossible. Même si vous-même vous voulez faire passer quelqu'un, vous ne pourrez pas. C'est pas possible. Vous ne pourrez même pas. Et quand on vous le propose, c'est parce qu'on sait que vous êtes capable de faire ça aussi. N'oubliez pas ça. On se dit que vous êtes capable de le faire. C'est pourquoi on vous propose ça. Ils ne sont pas partis proposer ça à d'autres. Et c'est à vous qu'on propose. Donc, vous voyez un peu, il faut réfléchir à toutes ces questions-là et tirer des leçons pour l'avenir, pour se dire, comment je vais faire pour que demain ne puisse pas me proposer quelque chose comme ça. C'est ça le plus important que je dis. De l'autre partie, vous avez parlé, monsieur là-bas aussi est revenu sur ça, vous avez parlé des questions liées aux conséquences, aux implications. Vous avez vu, par exemple, que le Sénégal a pris une disposition, par exemple, pour protéger les lanceurs d'alerte, par exemple. On attend de voir de façon opérationnelle ce que ça va donner, mais ce sont des petites avancées pour des maturités de système de procurement qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et moi, j'ai fait il y a quoi, un an et demi, ou c'est pas trop quand, une vidéo où j'ai abordé cette question, je disais, on demande aux gens dans les codes de déontologie et d'éthique de dénoncer, si vous ne dénoncez pas, vous êtes complice. Mais ils ne disent pas, quelle disposition on prend. Quand tu dénonces ton chef, tu es en train de faire une malversation. Il y aura même des implications sur vous tous là. Quand tu le dénonces, quelle est la conséquence? Comment est-ce que ceux qui sont censés, comment ceux qui t'ont dit de dénoncer, là, c'est-à-dire la loi te dit de dénoncer, comment est-ce qu'on te protège? Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt de quelqu'un aller dénoncer son chef. Hein, il sait même parfois s'il ne s'est pas fait que son chef n'aura rien, il n'y aura aucune conséquence. Quand tu l'as déjà dénoncé, il n'y aura aucune conséquence. Donc, c'est toi qui prends le retour de la manivelle. Il y a toutes ces implications. C'est pour ça que je dis, ça va vous paraître bizarre, mais ça revient toujours à la compétence. Hein, si vous regardez, on va trouver toujours des solutions transitoires. Mais la solution absolue est là-bas, on la connaît nous tous. C'est ça qui vous met à l'abri. Okay? Si je le dénonce, c'est que demain, il me dit, je quitte le poste, je quitte. Il n'y a pas de souci. Je quitte parce que quand tu quittes, tu es même tranquille. Il y en a, vous allez remarquer, on te dit, oh, le type, il a démissionné. Hein. Sans même forcément être proche de lui, tu dis, oh non, si c'est lui, il ne va pas rester longtemps, il va trouver. Le gars, il est très bon, il va trouver. Et c'est ça. Et ce ministre dont je vous parlais au début, est-ce que vous imaginez que ça lui a créé tous les problèmes du monde? Tous les problèmes du monde, parce qu'il y avait beaucoup de collègues de son gouvernement qui avaient des parents qui avaient fait arrêter dans l'affaire. Donc, c'est pour ça qu'il ne voulait même pas que ça soit le dossier à la justice. Mais tellement on lui a fait des misères, est-ce que vous savez, de façon ironique, c'est ça qui lui a même valu une promotion. Ça va vous paraître bizarre. Il a tellement tenu bon que l'affaire a commencé par s'ébruiter au-delà des frontières nationales. Il a commencé à dire, mais c'est qui ce ministre-là qui est droit dans les votes malgré tout? Il est très intègre, il tient droit. On dit, mais celui-là, il nous le faut. C'est comme ça. Il était, si je vous parle, bon, je pense que c'était ici, ça de qui il s'agit. C'est comme ça que ce monsieur-là a été directement désigné comme le directeur du département Afrique du FMI. Il est parti du ministère, il est devenu directeur du département Afrique du FMI. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient maintenant en Afrique, c'est lui qui réunit maintenant tous les ministres des Finances, y compris son successeur, et il est le boss. Donc, c'est pour vous dire que parfois, il faut prendre des décisions osées, mais dans la vraie voie. Ça va payer, il n'y a rien à faire. Maintenant, il y a des cas où, bon, quand vous le faites, on peut vous mettre des pots de banane après. Mais vous devez être prudent. Et ça, la compétence aussi vous protège. Les risques opérationnels, pour vous créer des problèmes tout à l'heure sur un autre dossier, on va faire comme si on a oublié ton nom. Ton nom. Encore que je ne vous recommande même pas de dire non. Comme le dit Ivoirien, c'est non qui amène problème. Pas besoin de dire non à quelqu'un pour lui dire non. Il y a des manières de dire non. Donc, ça dépend de votre personnalité. Il y a des gens, vous savez, ils ont le corps chaud. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec un chef et personne ne comprenait pourquoi je m'entendais avec lui parce que personne ne s'entendait avec lui dans l'administration. Et on n'a jamais compris comment moi j'ai fait. Je dis non, j'ai juste compris que c'est quelqu'un à qui on ne dit pas non. Il dit quelque chose, je dis oui d'abord. Je replie. Je le laisse un peu oublier, je reviens, je lui dis que voilà, je n'ai pas vu comme ça, et si on faisait comme ça. Ça passait. Mais il ne fallait pas commettre l'erreur sur le champ de lui dire non, qui n'a pas raison. Il ne faut pas commettre l'erreur là. Et j'ai compris ça. Donc, vous devez devenir des psychologues dans vos administrations. Vous devez devenir des psychologues pour savoir qui vous avez affaire. Il y a des chefs, par exemple, si tu veux les déstabiliser, il y a des chefs, si tu veux les déstabiliser, commence par lui dire que ce qu'il t'a proposé là, si vous faites ça, voilà les conséquences. Oriente les conséquences vers les implications que ça va avoir sur sa propre famille, ses enfants. Donc, parfois, il a même les photos sur le bureau. Vous allez voir comment il va rebosser chemin. Là, ça devient clair dans sa tête. Il comprend que ce qu'il est en train de vouloir faire là. C'est lui qui revient après et te dit, bon, écoute, frère, je t'ai appelé le dossier dont je t'ai parlé là. Faire des choses normalement, laisse, je vais essayer de gérer. Il a compris
Ça, là, ça n'implique pas seulement celui à qui il est en train d'imposer ça, mais lui-même, là, il va en payer le prix. Et ses enfants qu'il aime tant vont en payer le prix. Quand tu rentres dans ça, le gars devient éveillé, il comprend que, ah, cette histoire-là, c'est sérieux. Et vous devez devenir des psychologues. Il y en a, par exemple, il faut leur parler de leur épouse. Il y en a, il faut leur parler même de leur carrière administrative. Ils deviennent en même temps réceptifs, ils voient clair. Parce qu'il y en a qui font comme s'ils ne voient pas clair. Hein. Ils veulent les bons sujets en fonction. C'est-à-dire, tu dois connaître sa faiblesse. Vous devez connaître les faiblesses de vos chefs là. Vous devez connaître leurs faiblesses. Il faut les étudier pour savoir à quel bout les prendre. Mais si vous ne connaissez pas leurs faiblesses, vous allez toujours être dans des relations conflictuelles. Donc voilà rapidement ce que je peux dire à ces deux niveaux. Et même encore après, quand on veut te jeter les pots de banane là, les pots de banane là, tu peux les feinter. Et c'est la compétence qui te permet de feinter ça. Parce que toi-même, si tu ne sais pas là, on va te faire prendre quelque chose, on va te faire mettre un critère bizarre dans un DAO. Toi-même, comme tu ne sais pas là, ça va passer. Le mois venu, on va te faire endosser ça. Qu'est-ce qui t'aurait préservé contre ça? Ça revient encore à la compétence. Désolé de revenir à ça. Mais c'est ça le nœud de tout. Tout le reste va être autour. Donc, quand tu es comme ça, tu es très bon. On a même du mal à te piéger. En fait, tu connais les règles. Mais quand tu ne connais pas les règles, l'RMP sort une décision dans ton pays, toi, tu ne lis pas. Il y a de nouveaux décrets, toi, tu ne lis pas. Mais c'est normal qu'on te piège. Hein. On va te piéger. On va te piéger. Parce qu'on sait que monsieur-là ne lit même pas, il ne veut même pas se cultiver. Donc, c'est facile. Il y a des choses qu'on va lui dire là. Il ne saura même pas que c'est dit dans son pays. Il va faire les choses comme avant. Et c'est là où on va l'avoir. On va juste dire quoi à une entreprise qui est dans son processus. Et s'il te plaît, va déposer une plainte contre lui au niveau de l'autorité de régulation. D'abord, dépose un recours gracieux. Et après, tu vas en contentieux. Et nous, on va s'occuper de le récupérer là-bas pour qu'on puisse l'exclure de la chaîne de commande publique. C'est ce qui vous arrive. Ils ne vont utiliser que vos faiblesses. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire à ce niveau. Très rapidement. Monsieur Mohamedou Habibou a posé une question dans le chat. Il dit bonjour Akibo, bonjour monsieur. L'approche que les SPM doivent avoir devant le politique conditionne beaucoup l'attitude du politicien, qui va se voir donner des instructions ou des consignes, selon que le SPM soit en mesure de lui expliquer les implications des actes qu'il lui demande de poser s'il s'écarte de la réglementation à la matière. Merci beaucoup de votre intervention, ce qui revient vraiment à ce que j'ai dit au début. Il faut vraiment être un psychologue et savoir comment est-ce que vous le prenez. Sinon, il ne comprendra même pas votre nom. Il faut éviter de dire non. Il faut juste expliquer les risques. C'est l'une des meilleures manières, la manière la plus élégante de dire. J'ai deux mains, monsieur, bon, je ne sais pas, c'est PRMP, c'est écrit PRMP, je ne sais pas, c'est qui PRMP, la personne que la personne se présente, il ou elle, selon les cas. PRMP, vous avez la parole. Ok, merci, monsieur Akibou. Je suis Sobedi Ovo. Voilà, donc, Sobedi, j'espère que vous avez connaissance de ce nom déjà. Oui, 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 je vois ça sur Ok, LinkedIn. d'accord. Mon ami Tiens. Allô? Mon ami Tinclair, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme Yovo, vraiment. Allez. Ok, merci pour ce partage. Moi aussi, je vous ai suivi de près et j'aimerais aussi attirer l'attention de tout un chacun. En tant que spécialiste, c'est pour partager mon expérience avec les gens. Moi, je le dis toujours, en tant que spécialiste, nous sommes les éclaireurs des autorités contratantes, des ministres par exemple, ou bien des directeurs. Donc, si un ministre te donne des instructions, c'est à nous de les dire véritablement ce qu'il faut faire. Parce que nous, ce qui nous protège aujourd'hui, c'est le code. Les tests en vigueur. Donc, on ne dit pas à une autorité subitement non, mais on lui dit OK. Et après, soit tu lui fais un mémo ou tu lui dis, conformément aux instructions que vous m'aviez données, au regard des tests en vigueur, voilà ce que les tests disent. L'autorité consciente ne peut pas choisir ce qui est mauvais. C'est quand on manque d'éclairer nos chefs qu'on les met en erreur. Parce que nous, tu ne peux pas être spécialiste et ne pas éclairer ton supérieur sur une question. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être PRMP. Quand on me dit, OK, ça, comment est-ce que, OK, on va faire ça. Je dis non. Je dis, OK, j'ai reçu des instructions bien reçues, mais je fais un mémo à mon supérieur. Je dis que ce qu'il a dit, si on le fait comme ça, voilà ce que ça va entraîner. Et je présente les avantages et les inconvénients. Je pense que c'est dans cette dynamique que nous tous nous devons être, au lieu de dire qu'on va faire notre boulot. J'ai eu affaire avec 2 ministres, mais aujourd'hui, je ne suis plus. J'ai eu affaire avec 2 ministres, mais aujourd'hui, je ne suis plus
à mon poste de PRMP là où j'étais. Mais je n'ai pas fait moi à la maison. Je suis ailleurs actuellement. Parce que quand on me donne des instructions, in fine, je ne peux pas accepter. Parce que quand tu es personne responsable des marchés publics, c'est ta personnalité qui est en jeu, en fait. Et donc, tout ce que tu vas accepter, toutes les instructions que tu dois mettre, tu dois accepter, c'est que tu vas engager ta responsabilité. C'est pour dire qu'avant de signer, moi, par exemple, en tant que PRMP, on te fait une lettre, on te dit de signer. Tu n'as pas participé à la rédaction de la lettre, tu signes. C'est une erreur. C'est ton nom qui... C'est toi le signataire. Donc, il faut que chacun... Il faut qu'on cherche à être compétent pour maîtriser notre domaine. Sinon, on risque d'être trouvé à la fin. Quand on me dit de faire chose, je dis non, voilà ce que... Mais il y a des gens qui voient que tu es contre leurs intérêts. Tu suis en administration, ce n'est pas facile. Mais il faut leur dire que c'est ça. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à te changer. Donc, on m'a changé, moi, je n'ai pas fait moi à la maison. Aussitôt, moi, je quitte là-bas, d'autres, il y a des propositions avant même. Donc, aujourd'hui, je suis là où c'est mieux, même que je suis à un endroit mieux aujourd'hui que là où j'étais. C'est pourquoi dans la vie, cherchons à être compétents et être éclaireurs pour nos supérieurs. Si tu n'es pas spécialiste, on ne doit pas te faire venir là-bas. Mais si tu es spécialiste, on a besoin de tes mots et il faut être présent pour éclairer les gens au moment opportun. C'est ce que j'ai à partager avec vous pour ma petite expérience. Merci beaucoup. Une petite question, vu votre réaction. J'ai entendu à un moment donné que vous avez fait des inscriptions que vous faites à travers une note. Comment vous faites pour répondre à un supérieur qui vous a donné des consignes verbales? Comment vous faites pour lui répondre de façon formelle? Non, si par exemple l'autorité, il me donne des instructions sur une question, je dis d'accord. Comment il vous a donné? Il vous a donné de façon formelle. Est-ce qu'il a fait une note pour ça? Il a fait une note administrative? Est-ce qu'il vous a donné l'instruction de façon formelle? Non. On peut t'appeler, te dire, voilà, on veut ça. Donc, comment? Donc, quand moi, je quitte chez lui, j'analyse la situation et je lui fais un petit mémo et je lui envoie. D'accord. Sinon, ce qui m'avait interpellé, c'est d'abord la question du parallélisme de forme qui est basique. Je vous donne une consigne informelle, vous lui répondez formellement. Le danger, c'est que jamais vous lui faites cette note formelle-là pour lui dire conformément aux instructions que vous m'avez données, ça n'est pas possible. Par exemple, soit il peut vous assigner en justice. Oui. Bon, par exemple, c'est vous qui l'accusez là, parce que vous n'avez pas de preuve. Oui. Non, vous savez qu'il ne ment pas, il sait très bien qu'il ne ment, que vous savez qu'il ne ment pas, il faut que vous ne mentez pas. La vérité est là, mais il va vous assigner en justice pour vous dire que vous l'avez accusé d'avoir donné des solutions, alors qu'il ne l'a jamais fait. Si vous dites que vous l'avez fait, il va vous demander de lui sortir les preuves. Vous allez finir au tribunal et vous allez perdre. Vous ne pouvez jamais monumental là. Sinon, vous allez vous retrouver dans de gros soucis malgré que vous ayez raison. Ok. Ce que je fais, par exemple, quand il me dit, soit je dis, ok, je vous reviens par ça, on me donne une instruction, je dis, je vous reviens par exemple. Soit, tu peux lui dire verbalement aussi pour lui éclairer. Soit si tu vois que, parce que nos supérieurs, on est parfois appelé à leur faire des mémos pour leur expliquer certaines choses. Donc, ce n'est pas pour dire non, mais c'est pour dire que, au regard, voilà, en matière de passation, par exemple, pour passer un marché par telle procédure, voilà ce que la loi dit. Ce n'est pas pour lui dire qu'au regard de ces instructions, mais c'est pour dire que pour lui faire comprendre en principe comment est-ce que ça fonctionne, d'une manière ou d'une autre. Bon, mais j'ai compris aussi votre intervention. Mais juste que moi, si je suis un auditeur et que je viens retrouver ce document-là dans les notes, automatiquement, ça va m'alerter. Je me dis que, mais, intérêt, toi, tu as à répondre, à faire une note pour dire à quelqu'un, pour lui expliquer que telle chose doit se faire selon tel ou tel. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est fait derrière. Si je suis un auditeur, automatiquement, ça va m'alerter. Je vais chercher à creuser et vous allez me dire d'où ça sort. Je vais trouver les moyens pour vous confronter, vous allez parler. Quelqu'un va trahir l'autre forcément dans l'affaire, je vais vous avoir. Il faut faire très attention. Le plus important n'est pas d'avoir raison. C'est bon, c'est la base. Mais il faut savoir gérer ta raison aussi. Sinon, tu peux mal gérer le fait d'avoir raison et avoir tort finalement. C'est juste la bloc. C'est pas parce que tu as raison que c'est fini, quoi.
savoir Non, gérer ta non, non, raison, non. sinon tu vas avoir des problèmes. Merci Ok, beaucoup pour cela. merci. Donc, Merci pas beaucoup. des instructions données. L'autre chose que je vais ajouter aussi, c'est qu'il faut qu'on travaille tous pour essayer d'éviter l'impunité. C'est parce que souvent les gens font marche, d'autres continuent pas à faire. Quand tu es PRMP, on te donne consigne. Quand tu refuses, on te dit, mais attends, lui, tu le prends pour qui? Les autres PRMP qui étaient passés, ça se passait toujours bien avec eux. Hein. Eux, ils collaboraient. Voilà. Hein. Il y a de l'impunité. C'est-à-dire que ça se passe et on continue. C'est comme si de rien n'était. Donc, toi qui viens, tu es vu comme le facteur bloquant. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse lutter tous ensemble contre l'impunité et ça va mettre tout le monde au pas. Et n'oubliez pas quelque chose. Moi, je prédis que dans quelques années, le métier de spécialiste marché public va devenir plus réglementé qu'on ne le croit. Ça va devenir l'ordre. Bientôt, vous allez voir, on va parler de l'ordre des experts en marché public. Ne soyez pas surpris, ça va venir. Donc, c'est pour le niveau de responsabilité sera encore plus accru. Ce ne sera plus simple PRMP, CCMP maintenant ou non, non, non. Ça va être un ordre où les gens vont prêter serment. Ça va être assermenté désormais. Ça va venir. Donc, il faut que les gens se préparent à ce niveau de rigueur juridique-là pour pouvoir gérer les conséquences qui vont avec. Et bien sûr, je voudrais ajouter très vite, lors de vos rapports d'évaluation, ceux qu'on arrive à joindre à vos commissions d'évaluation, si vous regardez la plupart aujourd'hui, c'est des gens qui sont profanes en marché public. La plupart. Pour ce que moi, je ne dis pas tous les cas, hein. Ça dépend des autorités contractantes. Mais aujourd'hui, on vous met beaucoup de profanes qui ne sont là que pour signer les rapports d'évaluation. C'est juste pour que le quorum soit atteint qu'ils sont là. Eux. Ils ne comprennent rien du rapport, ils ne comprennent rien des marchés publics. On les forme même. Parfois, même on leur refuse des formations. Parce que si on leur fait des formations, ils vont comprendre certaines choses. Moi, je me rappelle, j'ai reçu quelqu'un comme ça en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a fait la formation, on était en pleine session quand il s'est assis, il ne répondait plus. C'était l'un des plus actifs, en fait, de la formation. Mais quand on a commencé à expliquer certaines choses en cartographie des risques, il ne parlait plus. Donc, nous, à un moment donné, on s'est dit, depuis quelques heures, le bonhomme, là, il ne répond plus alors qu'il est actif. On a même pensé qu'il avait reçu une mauvaise nouvelle du bureau, de la famille. Donc, on s'est arrêté, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Il est devenu bizarre. On s'est dit, oh, là, il doit avoir un souci. Donc, nous, on l'a interpellé, on lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, bon, au fait, tout va bien. Et pourquoi tu es comme ça depuis quelques heures? On espère que ça va. Il dit, non, non, il n'y a rien dehors. En fait, tout se passe même à l'intérieur ici. En fait, depuis quelques heures, lui se rend compte qu'il n'aurait plus que demain, là où il est, là, il devait me mettre en prison. C'est là maintenant qu'il se rend compte que mais les gens se sont foutus de lui. Il dit, mais on m'a mis dans cette histoire, je ne savais pas ça. Ce que vous me dites là, je n'étais pas au courant, c'est grave. J'ai envie d'aller reprendre tous les rapports que j'ai signés et enlever ma signature, mais c'est grave, on peut m'enfermer pour ça. Parce que les gens vont m'utiliser pour gagner leur sous et je vais se répondre avec eux. Donc, certains ne comprennent pas. Et c'est pour ça que la formation continue est importante. Quand on dit aux gens de se former, ils pensent que c'est parce qu'on veut gagner de l'argent. C'est vous qui choisissez. Le risque qui va avec, c'est que, bon, pour une petite information que vous n'avez pas, vous allez avoir des problèmes. Donc, les commissions d'évaluation aussi, il faut les professionnaliser. Certes, on ne peut pas mettre uniquement des spécialistes marché public parce que ce sont des métiers qu'il faut prononcer selon le marché. Mais il faut faire en sorte que tous vos cadres de l'administration soient formés au marché public. Un tout petit peu, ne soient pas profane. Parfois, ça peut être même votre PRMP qui, le vendredi après-midi, organise de petites séances avec les autres cadres pour parler des marchés publics ou qui puissent produire ceux qui sont dans les commissions, même s'ils sont des techniciens. C'est important. Ou bien vous payez les cabinets pour vous accompagner. Et moi, je dis souvent même aux gens, je vais le faire l'année prochaine, il faut même aujourd'hui commencer par former même les dirigeants en marché public. Parce que c'est eux les autorités approbatrices. C'est d'abord même généralement eux qui sont tagués quand il faut donner des consignes. Donc parfois, il faut leur expliquer le risque eux-mêmes ils courent en transférant les consignes auprès des PRMP. Le risque même il court et tout ce qui ne doit pas se faire, ce qui devrait se faire, il faut qu'ils comprennent les enjeux et les implications. Donc, c'est important que les dirigeants, là aussi, à des moments donnés, il faut les faire asseoir pour les former en marché public. Très important pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils risquent. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, là, c'est dans les deux sens. Hein. Les dirigeants qui donnent des consignes politiques, des pressions pour dire que tel politicien de telle localité, il va falloir que ce soit l'entreprise, là, ça appartient à un frère de telle localité, de telle circonscription électorale, c'est lui qui doit gagner, parce que c'est avec une partie de l'argent là qui va nous donner un peu des frais pour financer notre meeting qu'on a dans 3 mois, patati, patata. Et toi, tu es embarqué dans quelque chose dont tu n'as même aucune connaissance, tu ne bénéficieras de rien dedans. À la limite, ton seul bénéfice, c'est qu'on ne t'enlève pas de ton poste, comme si on te faisait un cadeau. Mais ça peut être dans les deux sens, dans l'autre sens. Hein. Il y a aussi des PRMP que moi je connais, hein, que j'ai connus, qui sont très roublards. C'est-à-dire, c'est eux qui disent même leur patron aussi en erreur. Ils ne reçoivent aucune consigne des patrons, mais ils ont leur propre réseau et c'est eux qui font les dossiers pour faire signer ça au chef et les chefs signent. Après, les chefs ont des problèmes. Donc, c'est dans les deux sens. Je ne suis pas ici pour faire le procès des patrons. Les patrons aussi sont parfois des victimes dans cette histoire. Donc, il est très important que chacun puisse connaître ses
rôles, ses responsabilités et surtout les limites. Merci beaucoup, Monsieur Yovo. Merci à Monsieur Kaba aussi qui a dit qu'il a baissé la main car l'intervention répondait déjà à sa préoccupation. On va prendre rapidement les deux autres, Monsieur Adey et après Monsieur Kakali. Donc, Monsieur Adey, allez-y. Présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Adey, allez-y, vous avez la parole. Oui, oui, allô, bonjour. Je pense que M. Kakale avait levé la main bien avant moi. Je peux lui laisser la préséance. Je vais prendre Merci la beaucoup. parole. Merci à vous. Monsieur Kakale, allez-y. Monsieur Kalis Kakale. Monsieur Kakale, allez-y, votre micro. On ne vous entend pas. Merci de bien vouloir activer votre micro. Il n'est pas là. Monsieur Kakale, merci d'activer votre micro et de vous prononcer, s'il vous plaît. Bon, il n'est pas visiblement là. Monsieur Adé, vous pouvez y aller. OK. D'accord. Merci. Euh, je vous remercie déjà pour avoir initié cet échange-là. C'est toujours un plaisir pour moi quand j'ai le temps vraiment d'assister à ça. Je pense bien que enfin, pour recentrer un peu le débat, le titre même de l'échange, c'est les pressions politiques en marché public, implications et solutions. C'est ce que j'ai pu comprendre. Ça avait attiré mon attention déjà. C'est vrai, actuellement, il est 13h04 dans notre côté du pays. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est toujours intéressant pour moi de faire la comparaison entre comment les choses se passent. Enfin, je l'ai vécu quand j'étais au Bénin. J'ai été enfin, dans la chaîne de passation des marchés publics au Bénin. Puis ici, j'ai toujours cette tendance-là à faire l'analyse entre comment cela se passe ici. Enfin, je dis ici, au Canada, au Québec, j'entends, et comment cela se passait au Bénin. Ça me permet d'avoir une idée un peu plus holistique, en fait, de la chose, pouvoir faire des points de comparaison et vraiment voir dans quelle dynamique est-ce que nous pouvons améliorer les choses vraiment chez nous. Tout ce que vous avez soulevé et tous les intervenants également, ce sont des choses qui sont vraies, qui sont très factuelles, auxquelles vraiment tout bon spécialiste en passation des marchés publics qui se respecte au Bénin pourrait vraiment dire qu'ils l'ont vécu d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai été surpris de ne pas vivre la même chose en fait ici. La dynamique est un peu plus différente. Vous avez demandé à ce que nous présentions des problèmes et donner des approches de solutions également. Donc, je vais aller faire ces approches de solutions, mais en présentant déjà la globalité de la chose. J'ai commencé par travailler en passation des marchés publics au Bénin pendant environ 7 ans. Je suis arrivé ici, je commencé par travailler au niveau provincial, donc au niveau de la province de Québec, qui ont leur propre réglementation. Toutes les provinces ont leur propre réglementation en passation des marchés publics. J'ai travaillé au gouvernement provincial en tant que spécialiste technicien au contrat qu'ils appellent et j'ai maîtrisé un peu le code des marchés publics. Et là, à partir de ce moment-là, je faisais déjà la comparaison en comment le Québec gérait ses marchés publics et comment cela se faisait au Bénin. J'avais des approches de comparaison qui me permettaient mieux de faire l'analyse. Est-ce que j'ai pu comprendre, et je l'ai d'ailleurs présenté en commission parlementaire une fois à Ottawa, c'est qu'il y a d'abord une différence fondamentale dans la perception même de l'administration publique. Au Bénin, nous sommes toujours dans un style weberien, comme dit, c'est un style vraiment bureaucratique, donc l'approche de l'administration publique. Mais au niveau canadien, donc dans les pays de l'OCDE, ils sont plus passés vers la nouvelle administration publique et sont venus vers maintenant ce qu'ils appellent la nouvelle gouvernance politique. C'est très important cet élément-là, la nouvelle gouvernance politique, en ce sens que pendant longtemps, on a considéré que les techniciens devaient juste se camponner à travailler de manière technique et laisser tout le volet politique vraiment aux politiciens et autres. Or, c'est faux, c'est une analyse biaisée. Quand on prend un dossier en tant que spécialiste en marché public, il faut toujours comprendre, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, la cartographie des risques. Le risque politique, il est un risque inhérent. Il faut le prendre, il faut le considérer vraiment comme un élément prépondérant, vraiment à l'analyse même de la chose. Une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on a compris un peu la différenciation entre nouvelle gouvernance politique, dans laquelle le politicien n'a pas autre chose à faire que vraiment d'être derrière le technicien pour lui dire fais ci, fais ci. Un peu comme si le technicien était le bras armé en fait, de cette gouvernance politique-là. Une fois qu'on l'a dit,
évidemment, en termes d'approche des solutions, il faudrait penser à l'éthique en administration publique, hein. L'éthique, c'est quelque chose de très important. Pas uniquement présenter les éléments sous la forme de 10 ans de prison, on va vous sauter, on va vous mettre 5 ans de réclusion, ainsi de suite. Non, ce n'est pas uniquement en termes de sanctions, mais c'est en termes également d'adaptabilité, en termes d'adaptabilité au changement. En termes d'approche de solutions, ce que moi j'ai vu au niveau du gouvernement de Québec, ils mettent en place des registres de lobbyistes. Parce que, comme je l'ai dit à une commission parlementaire, là, ce que la plupart des gens nous concevons comme étant de la corruption active ou passive en Afrique, ici, le thème, je le l'ai dit, ça avait fait rire un peu l'Assemblée, c'est ce qu'ils appellent en fait ici les lobbyistes, tout simplement. C'est des lobbyistes. Mais ils mettent en place des registres de lobbyisme où lorsque toi, en tant que technicien au contrat, ou que technicien en passation des marchés, tu reçois des appels, peut-être tard dans la nuit, ou des personnes qui te font miroiter un certain nombre de choses, ton premier réflexe, c'est d'aller voir un répondant en éthique. Chaque administration publique, chaque autorité contratante, je dirais, doit avoir en son sein un répondant en éthique. Le répondant en éthique, je ne sais pas trop la forme institutionnelle que cela pourrait prendre au Bénin. Enfin, je dis Bénin, mais on comprend quand même la logique. C'est vraiment quelqu'un vers qui chaque technicien, je dis vraiment technicien plutôt que spécialiste en passation des marchés publics, parce que c'est vraiment l'aspect technique de la chose que j'aime regarder. Donc, le répondant en éthique est celui-là qui pourrait accompagner le technicien pour passer au travers de ces processus-là. Donc, je parle en fait des processus qui sont au-delà de l'aspect technique, donc qui touchent l'aspect sensibilité politique, sensibilité morale, ainsi de suite. Donc, premier point, institutionnaliser des répondants en éthique. Second point, mettre en place des registres de lobbyisme. Donc, toute personne qui viendrait pour essayer de faire changer la mentalité ou de faire changer les procédures aux techniciens en question, il doit pouvoir être enregistré formellement dans un registre de lobbyisme. Il y a également les dénonciations anonymes qui sont extrêmement importantes. Et il faut également pouvoir se baser sur un acteur très clé, un acteur sur lequel vraiment en Afrique, on n'a pas souvent tendance on ne lui donne pas vraiment trop d'importance, à part quand les élections s'en viennent. C'est vraiment les médias publics, les médias sociaux. Les médias sont des parties prenantes extrêmement fortes, même dans le processus de passation des marchés publics. Aller faire des enquêtes, aller faire des dénonciations, ainsi de suite. Donc, la dénonciation anonyme, pouvoir permettre ça également, je pense que ça pourrait aider. Et vous l'avez très bien dit, cela englobe vraiment tout ce que j'allais dire là. La dématérialisation des procédures. Effectivement, une bonne dématérialisation des procédures, ça battrait en brèche énormément beaucoup de problèmes que nous observons. Pour la petite histoire, comme je l'ai dit, mes premières expériences, j'ai resté environ 3 ans au gouvernement provincial. Bon, actuellement, je suis au niveau fédéral, donc au niveau du Canada entier. C'est encore un peu plus compliqué. Comme je l'ai dit, j'ai toujours eu tendance à faire cette différenciation entre la manière dont les marchés publics se faisaient à la province de Québec, mais la manière dont cela se fait même au gouvernement fédéral du Canada, au niveau de la couronne même du Canada, elle est vraiment, vraiment plus complexe. Et j'en reviens également à quelque chose que vous avez dit, les assermentations. Effectivement, en tant que procurement officer au Canada, on prête forcément serment. Je ne dirais pas que c'est institutionnalisé en termes de l'ordre des procurement officers. Non, on n'en est pas encore là, même s'il y a plusieurs éléments qui y font. Mais effectivement, en tant que détenteur de la signature de la couronne, c'est le terme qui est employé, puisque nous recevons la délégation du roi, du souverain britannique, qui le donne au gouverneur, qui le donne au premier ministre. Donc, enfin, ça descend un peu plus jusqu'à notre niveau. On prête serment forcément un serment professionnel, puisque nous sommes détenteurs de la signature de la couronne. Donc, notre signature a de la valeur en tant que telle. C'est un peu comme une signature du souverain. Donc, lorsque vous avez cette charge-là, vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Vous avez cette responsabilité-là. Donc, ces serments, ils vous suivent d'une manière ou d'une autre. Donc, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé au niveau fédéral, j'ai repris le même exercice, fait la comparaison entre comment cela se faisait au Bénin, comment cela se faisait au Québec et comment cela se fait au gouvernement fédéral. Mais je peux vous dire que c'est vraiment différent entre le fédéral et les provinces en elles-mêmes. De l'Alberta, la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan ou Manitoba, ils ont leurs propres manières de faire au niveau provincial.
Mais au niveau fédéral, c'est encore plus complexe. Mais tout ça Ok. pour vous dire que les médias sociaux, je pense, pour résumer en fait, hein, les médias sociaux, les registres du lobbyisme, les répondants en éthique, les dénonciations anonymes et la dématérialisation des procédures, effectivement, sont des éléments qui permettront vraiment de juguler un peu cette problématique-là. Mais il ne faut pas perdre de vue que le politicien ou le politique est une partie intégrante même du travail du technicien en question. Il ne faut vraiment pas perdre ce qu'on a de vue. Et pour finir également, un gouvernement ouvert. Il y a ici ce qu'on appelle les notes atypiques, c'est-à-dire n'importe quel citoyen d'un bout à l'autre du Canada peut demander à avoir accès à la plus petite note même que l'agent écrit sur son bout de papier. Autrement Bien sûr. dit, moi je travaille par exemple au marché public, je traite un dossier et autres. N'importe quel citoyen, il a beau être même en Nouvelle-Écosse, il peut dire, mais tiens, j'ai entendu les médias parler de tel marché public. Je voudrais avoir plus de détails sur ce marché public-là. Il lui suffit souvent d'écrire une demande et j'ai l'obligation de répondre. Ça, c'est une obligation qui est inscrite dans la loi sur l'accès aux données personnelles. Donc, on nous l'a toujours dit, dès que tu prends fonction, on vous dit, dès que vous travaillez et vous recevez une note à type. Bon, actif, c'est en anglais, je ne sais pas trop comment le dire en français, là, mais c'est vraiment des notes, les notes internes quoi, de l'administration. On vous dit que c'est tout à fait cessant, c'est tout travaux cessant. C'est-à-dire, quelle que soit la dynamique avec laquelle je suis en train de travailler, quand un citoyen demande une note par rapport à un dossier de marché public, je suis obligé de laisser tout ce que j'ai à faire pour satisfaire ce citoyen-là. Alors, il y en a qui en abusent énormément. Tu peux être en train de faire un travail, un citoyen peut venir dire qui veut des notes, toutes les notes d'un marché public que vous avez passé il y a 3 ans. Et ça peut te prendre environ 3 mois. Or, la loi vous dit que vous avez normalement 1 mois. Vous êtes tenu en 1 mois de répondre. Vous êtes obligé en fait de répondre à ce citoyen-là. Sinon, bon, l'affaire peut aller beaucoup plus loin et même aller en commission parlementaire. Ce qu'on n'a pas vraiment envie. Personne n'a envie d'aller en commission parlementaire pour faire une déclaration. Donc, ça nous met vraiment de la pression par rapport à ce genre de choses ici. Mais le e-procurement, comme vous l'avez très bien dit, aide énormément. Autrement dit, lorsque le politique vient me voir, On va en aller fait, plus vite. Monsieur, oui, on va aller un oui, peu. ouais, j'ai presque fini. Lorsque le politique vient me voir et tente en fait de pousser vers, enfin, m'obliger à faire quelque chose et autre, tant qu'il y a la dématérialisation, il y a l'e-procurement, je lui montre, lui-même, il sait très bien qu'il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucune marge de manœuvre en fait qui est permise par rapport à un certain nombre de choses. Je pense que bon, j'avais encore un certain nombre de choses à présenter parce que c'est un sujet éminemment passionnant, comme je l'ai dit là, mais je préfère m'en À une autre arrêter là parce occasion. que tout a été déjà dit. Je vous D'accord. remercie encore une fois pour ça et Merci. au plaisir. Merci. Merci à vous. Je pense qu'il y a monsieur Kaba qui est aussi là-bas. Il a dit qu'il est votre voisin. Donc, il a laissé son numéro. Vous allez vous rencontrer là-bas et discuter aussi. Donc, regardez dans le chat, il a laissé son contact. Donc, super. Merci. Mm. Merci beaucoup de votre intervention. Vous avez souligné essentiellement le contrôle citoyen. Je l'appelle comme ça, hein, pour monétiser un peu le thème. Le contrôle citoyen qui peut se faire par les citoyens directs, comme vous l'avez dit. Et on peut même l'institutionnaliser dans le contrôle citoyen. C'est-à-dire, parfois, on peut prendre des associations accréditées. Si, par exemple, vous prenez une échelle en Afrique où vous avez des préfectures, c'est pas un pays qui a 12 préfectures, on peut essayer en fonction de la densité démographique de définir le nombre, le total d'associations qu'on va créditer pour 1 an chaque année. C'est un peu comme un vivier qui a l'obligation, c'est-à-dire même quand un citoyen, il va passer par l'une des associations-là pour que ce soit plus cohérent, pour éviter les problèmes où vous avez, c'est-à-dire 1000 demandes au même moment. Non, c'est plus hiérarchique, c'est plus cadré. Et de l'autre côté, ça permet même à ces associations-là d'être impliquées dans la chaîne de commande publique. Ils sont impliqués dans tout. Quand il dit implication, ce n'est pas une implication forcément technique, elle est plus informationnelle. Donc, chaque état, vous lancez DAO, tout ce que vous allez lancer et faire de A à Z. Les contrats, ils ont toutes les copies. Vous avez l'obligation de mettre tout à leur disposition. Et on a tendance à dire, plus il y a de regard sur quelque chose, moins le risque de corruption est plus élevé. Oui, moins la corruption prospère. Pourquoi? Parce que quelque chose que tout le monde contrôle, c'est compliqué de voler la chose. C'est compliqué. Tout le monde finit par contrôler. Vous ne contrôlez même plus la chose. Finalement, vous vous contrôlez entre vous. Et c'est l'objectif même visé. Donc, quand on va toujours prendre les marchés dans nos pays quand on va les sectariser, c'est-à-dire ça va devenir comme des sectes, ou bien ce n'est que ceux qui sont dans les marchés qui ont accès aux informations. Parfois, vous êtes dans une administration, vous êtes technicien, vous demandez ne serait-ce que le montant prévisionnel d'un marché à votre PRMP, il refuse de vous dire, mais ce n'est pas possible. Le montant prévisionnel n'a jamais été un secret, il faut arrêter ça.
Donc, il faut libéraliser l'information. Donc, la libération de l'information, c'est le premier levier. Je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé de ce que je vais monétiser aussi, et les appeler les psychologues techniques. Il y a ces gens-là aujourd'hui, parce que vous voyez, les métiers où il y a de forte pression, il faut que les gens soient accompagnés. Moi, j'en connais qui ont déchanté, j'en connais qui ont quitté les marchés publics juste à cause de certaines choses. Donc, il faut parfois les accompagner. Il faut parfois même, ne serait-ce que l'administration publique peut mettre à disposition des psychologues. Il y en a, ce sont des métiers qui... C'est vrai qu'en Afrique, on prend ça très peu au sérieux, mais c'est très sérieux. Les gens qui sont confrontés à de grands problèmes dans les marchés publics, certains, ce sont des menaces de mort qu'ils reçoivent. Ils n'ont personne à qui parler, peut-être à leur épouse. Peut-être même, ils ont même peur d'en parler à d'autres amis qui sont dans les marchés publics parce qu'ils ne savent pas d'où le coup vient. Vous risquez d'aller parler à quelqu'un en réalité et quand vous regardez derrière celui qui vous a livré. Et parfois, c'est votre chef même qui vous a livré. Pourquoi? Parce qu'il a promis un marché à quelqu'un dont vous n'avez pas laissé passer comme il voulait. Vous avez fait les choses selon les règles de l'art. Un protégé n'a pas gagné. Donc, pour se dédouaner, quand les gens viennent vers lui, ils disent, écoute, tu as vu, c'est ma PRMP, hein. Sinon, moi, j'ai fait tout ce que je veux. C'est ma PRMP qui a bloqué ton dossier. Toi, tu es assis quelque part, tu ne sais même pas désormais qu'il y a un missile thermoguidé sur toi. Et tu es dans une zone à risque, mais tu ignores. Et aujourd'hui, vous imaginez dans un coin de rue, aujourd'hui, les gens se poignardent même pourquoi? Pour des billets de 10 000 francs, de 50 euros, de 20 euros. Imaginez ce que ton peut te faire sur un marché de milliards que tu as fait perdre à quelqu'un d'après ton chef. Imaginez juste un instant qu'on dise que toi, là, c'est à cause de toi que quelqu'un a perdu un marché de milliards. Dans quel poste il te met? Pourtant, ce sont des choses qui vous arrivent. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés pour être écoutés au moins par des gens et qu'on leur donne des conseils sur la manière. Moi, je suis jusqu'à aller aborder ça. Vous pouvez chercher. On a fait en certification le contrôle citoyen des marchés publics et l'implication des médias. On a fait une thématique sur l'implication et le rôle des médias dans les marchés, dans le contrôle des marchés publics. C'est une thématique qu'on a présentée. Vous pouvez le voir, même c'est disponible sur LinkedIn, sur mon compte ou sur le compte du cabinet. On l'a publié. C'est une documentation qu'on a mis à disposition. Et de l'autre côté, vous avez parlé de la corruption. Il y a la conceptualisation même de la corruption qui est différente. Vous voyez un peu, et la conceptualisation de la corruption est différente parce que il y a la manière d'abord de comment est-ce qu'on voit la corruption, comment est-ce qu'elle est présentée. Il y a un des pays qui est l'un des plus beaux exemples que moi j'ai pu voir aujourd'hui, c'est la Corée du Sud. Et vous avez vu même que les pays du Maghreb se sont inspirés un peu de leur modèle. Vous allez voir, avec CONEPS, par exemple, ils ont la plateforme dématérialisée qu'on appelle CONEPS en Corée du Sud. La Tunisie s'est inspirée de ça, ils ont TUNEPS aussi. Là-bas, c'est-à-dire, ce sont des systèmes en Corée du Sud où le dénonciateur est récompensé, en fait. C'est des systèmes au point où des gens n'ont même fait leur métier. En Corée du Sud, il y a des gens qui ne travaillent pas. Leur travail, ils se lèvent le matin, c'est comment aller chercher là où il y a des trucs bizarres, suspects, pour trouver les informations et dénoncer pour être récompensé. Lui, c'est son travail. Il en a fait son travail. Demandez à ceux qui vivent dans ces pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Au point, il y a même des gens qui ont carrément dit, mais pourquoi ne pas en faire un business? Et ils ont ouvert même des écoles pour former les dénonciateurs. Vous imaginez? Des gens ont ouvert des cabinets spécialisés en formation de dénonciateurs où tu payes pour aller te faire former sur comment avoir les stratégies pour bien dénoncer, bien temps pour gagner de l'argent. C'est un business. Ils ont institutionnalisé la dénonciation de tout ce qui a rapport avec les déviances de la finance publique en business. Et ça marche. C'est bien que tout le monde n'a pas l'impression à tout moment que tu fais quelque chose qui a une caméra braquée sur toi. Quelqu'un cherche que tu fasses une erreur pour gagner de l'argent sur toi. Et à ce point, les gens seront même prêts à dénoncer leur propre père si ça arrive. Donc, c'est pour vous dire, voilà comment est-ce qu'ils ont conceptualisé la corruption là-bas. De l'autre côté, vous le verrez un peu du côté de la Chine et un peu d'autres pays où ils sont plus rigoristes, ou même au Japon. Vous allez voir que quand vous dites qu'au Japon, quelqu'un a été accusé de corruption sur un marché, et on vous dit que si un jour appelle le gars, c'est pendu. Mais ailleurs, quand on te dit ça, on dit non, c'est pas pour ça, c'est pendu, c'est forcément quelque chose d'autre. On te dit non, c'est ça. Parce que pour lui, là-bas, c'est un esprit de samouraï. Lui, il estime qu'à cause de ça maintenant, à cause de lui, ses enfants, sa famille, ses descendants qui ne sont pas encore, ils sont salis à cause de lui seul. Il ne peut pas supporter cette charge morale, il se pend. En Afrique, quand on l'accuse, le lendemain même, il va faire une conférence de presse. Prochainement, même, il devient même encore candidat aux élections législatives pour aller se réfugier à l'Assemblée nationale. Et il va passer. Pourquoi il va passer? Vu que les populations, c'est un marché de dupes, ils aiment l'argent, parce que c'est eux qu'on vole, mais ils disent, bon, tu nous voles, mais tu vas amener une part. C'est un marché de dupes. Qu'est-ce qu'ils disent? Dès qu'ils apprennent que quelqu'un a volé des milliards, on fait tout possible pour vite voter pour lui, parce que lui, il est là, l'argent, on n'a qu'à vite voter pour lui pour avoir pour nous. Et il va passer. Et il se retrouve à l'Assemblée. Donc, c'est comme ça qu'on a conceptualisé les choses chez nous. On ne peut pas forcément avoir les mêmes mindsets. Ailleurs, quand tu voles de l'argent, tu voles, on te dit, il y a 100 000 francs que tu as détournés. Les 100 000 francs que tu as détournés d'abord, là,
Ça ne veut pas dire que tu as pris 100 000 francs, tu as mis dans ta poche. Ça veut dire juste que tu as déplacé l'objet. C'est ça même l'esprit même du détournement, il faut qu'on soit clair. Mais on t'explique en fait, on ne te dit pas au tribunal que tu as volé 100 000. Non, c'est trop facile. Tu ne vas voir ça qu'en valeur monétaire. On te dit les 100 000 francs, ça correspond monétairement à 100 000. Mais les 100 000 francs là, quand on prend l'investissement public, 100 000 francs, il y a 20 000 francs qui auraient permis à un enfant d'avoir table et mat dans telle localité de tel endroit. Il y a 30 000 francs, ça aurait permis d'acheter un kit santé à une femme enceinte. Il y a 20 000 francs. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on te présente ça, si bien que tu te présentes tes 100 000 là, finalement, ce que ça a créé comme dégâts là. Ce que tu as créé comme dégâts là. Tu as l'impression finalement que tu n'es plus un voleur, mais que tu es un assassin, quoi. Toi-même qui as fait ça, tu as l'impression que toi, tu es un assassin. Tu te montres en fait les 100 000 francs que tu as pris là, voilà ce que ça a empêché, ce que ça a créé comme dégâts ailleurs. C'est-à-dire chez des gens que tu n'as même pas vu ça, ça va faire peut-être qu'une femme enceinte va mourir à cause de toi parce qu'elle n'a pas eu le kit. Et puis peut-être 15 000 francs. Hein. Mais à cause de toi, elle n'aura pas le kit, elle va probablement mourir ou ton enfant va décéder quelques mois après. C'est à cause de toi. Tu vois? Et on te sort même les photos des femmes qui ont perdu leurs enfants. On te met même la vidéo pour que tu regardes. C'est-à-dire que tu as fait là, voilà les conséquences que tu es en train de voir devant toi. C'est bien que le gars même, c'est lui qui dit vraiment, envoyez-moi en prison, je ne suis pas un voleur, je suis un assassin, je ne mérite pas d'être en vie, je ne mérite pas d'être en liberté. Il y a la manière de présenter la corruption aussi. On présente la corruption en termes de conséquences et d'impact. C'est très important. Les gens ne mesurent pas, ils ne voient ça qu'en valeur monétaire, en milliards, en millions, on dit, oh, il a volé tant de milliards. Non, c'est plus grave que la valeur monétaire, ce qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, vous avez parlé de la dématérialisation, je n'en dirai pas plus. C'est l'un des leviers techniques les plus puissants qui existent aujourd'hui. Mais pour ça, il faut une forte volonté politique. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Ayena a dit former les dénonciateurs, c'est fort. Je te dis toujours quelque chose. On n'est pas maudit. On n'est pas maudit, donc on n'a même pas intérêt à se maudire. C'est-à-dire que je suis dans une dynamique aujourd'hui où je n'ai même plus dit des gens. Vous savez qu'en Afrique, c'est différent. Non. Vous voulez qu'on soit tout le temps, tout ce qui est mauvais là, c'est en Afrique. Pourquoi? Il y a des moments où nous, là, en Afrique là, on va pouvoir mettre des stratégies. Les Européens vont venir s'inspirer de nous. C'est ça que je vise. On ne peut pas être tout le temps là, c'est la Banque mondiale là-bas, qui vont nous dire, votre système de passation des marchés, il faut réformer, il faut augmenter tel niveau. Nous-mêmes, on doit réformer au point où ils vont venir s'asseoir pour dire, ouais, les gars là sont prêts. On veut s'inspirer, ils vont faire une délégation et venir dans notre pays pour dire, la manière dont vous gérez telle chose là, nous, on veut s'inspirer de ça pour aller. C'est comme ça que ça marche. Donc, on n'est pas maudit, on est capable de le faire. Si on a des bonnes volontés politiques, techniques d'abord, et aussi politiques. Et c'est là-dessus que je suis d'accord avec Adé quand il dit qu'il faut vraiment une symbiose entre les deux. Chacun est au service de l'autre et vous êtes au service de l'intérêt public. C'est très important. La citoyenneté, c'est l'éducation. Hein? C'est l'éducation. C'est l'éducation. Moi, je disais à quelqu'un récemment qui disait que le président trop dur pouvait n'a qu'à partir. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, tu sais pourquoi ça risque de ne pas arriver très vite? Il dit, non, je dis, d'accord, des gens comme toi. Il dit, mais non, moi, je veux qu'il parte. Je dis, il ne pourra pas partir parce que des gens comme toi existent dans le pays. Il dit, pourquoi pas? Il dit, mais tu ne respectes pas les règles. Il parle. Il veut que lui respecte la Constitution et toi, tu es libre de ne pas respecter les règles, quoi. Vous voyez un peu le niveau d'égoïsme en Afrique? Quelqu'un dit, moi, je ne vais pas respecter les règles, je peux faire ce que je veux. Mais les dirigeants, eux, doivent bien faire. Et ils vont bien faire, là. C'est pour vous, non? Mais c'est normalement vous qui devez bien faire les contraintes. C'est l'inverse parfois. Donc, chacun doit s'asseoir pour dire, le développement, là, c'est moi qui dois enclencher ça. C'est-à-dire, tu es dans une dynamique où tu te dis, moi, ce que je vais poser comme acte, c'est ça qui va développer mon pays. Tu dois bien faire ce que tu dois faire. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui amène des niveaux de citoyenneté très élevés dans certains pays que nous envions. On peut le faire chez nous. La rigueur, la discipline et l'impunité. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire pour résumer. Merci beaucoup à tout le monde. Je sais que d'autres ont des horaires vraiment bizarres ailleurs en fonction du GMT. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je n'ai plus reçu de questions. On a dépassé de quasiment 30 minutes. Hein. Ça valait le coup, rassurez-vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Et c'est un débat que je vais vous inviter à poursuivre. Quand je dis le poursuivre, ce n'est pas poursuivre ce débat-là entre amis seulement. Parfois, ce soir, si vous rentrez chez vous, regardez-vous dans votre miroir et posez-vous cette question-là. Est-ce que moi, là, je fais ce qu'il faut pour que mon pays avance? Est-ce que ce que je pose comme acte là, moi-même, je suis tranquille avec ma conscience. Est-ce que ce que je pose comme acte là, si tout le monde le posait, comment le pays va avancer? C'est-à-dire, moi, ce que j'ai posé comme acte, si tu estimes, si la réponse est oui, tout ce que je pose comme tout le monde le posait,
le pays va avancer. Si ta réponse est oui, ça veut dire que tu es libre d'État confiance, parce que tu faut de bon. Mais si ta réponse est non, il faut te réformer pour que lundi matin, ça change. Monsieur, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous autres. Merci et bonne soirée à vous également. Bonne soirée à tout le monde. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Gratitude infinie à vous et bonne soirée.